borrow. Ooh la la, won't you borrow my hands? I want your love and I want your revenge. You and me could write a better life. I want your love and all your lover's revenge. You and me could write a better life. À l'heure où la beauté et la jeunesse sont érigées en valeur universelle, le refus de vieillir est plus tenace que jamais. Nombreux sont ceux qui veulent profiter de tout ce que la science offre pour repousser le déclin du corps, et il n'est jamais trop tôt pour y penser. Notre enquête débute en Californie, le pays du culte du corps et du refus de vieillir. Partout, on soigne son apparence, on s'active pour être en forme, on veut rester jeune. Scott Johnson a 53 ans. Homme d'affaires, il lutte contre la vie sédentaire et fait beaucoup d'exercices physiques. Son objectif, garder la forme bien sûr, mais surtout lutter contre le vieillissement. Chaque matin, il a une routine. D'abord des suppléments vitaminés. Puis une crème pour le visage. Elle contient de la testostérone et de la DHEA, deux hormones dont la production naturelle baisse rapidement après la cinquantaine. Enfin, Scott Johnson s'injecte de l'hormone de croissance. Là encore, un supplément censé lui redonner la vitalité de sa jeunesse. Ça me donne plein d'énergie. Je cours tout le temps. Je fais de longues journées. Je suis dynamique et je n'ai plus mal aux articulations et j'aime bien rester actif. Linda Eastwood est propriétaire d'une entreprise de fabrication de cosmétiques à Los Angeles. À 51 ans, il est essentiel pour elle d'avoir l'air jeune. Pour être en forme et mieux supporter les effets de la ménopause, elle a aussi recours à des suppléments de DHEA. Ça a marché immédiatement. Ça m'a sauvé la vie, car c'est très difficile de travailler et de bien gérer ses affaires quand on se sent épuisé physiquement. Cet autre Californien, Tad Ottman, commence toutes ses journées en prenant ses signes vitaux. Pression artérielle, température, pulsation cardiaque. Tad est membre de la Société de restriction calorique. C'est un mouvement qui soutient qu'en mangeant un tiers de moins que l'apport recommandé, on vivra plus vieux. En faisant cela, j'ai perdu beaucoup de poids et mon métabolisme a changé. Ma pression artérielle a diminué, ainsi que ma température et mes pulsations cardiaques. Moi, je trouve ça plutôt encourageant et scientifiquement intéressant. 3 profils différents, mais une seule préoccupation, repousser la vieillesse toujours plus loin. Que ce soit via l'injection d'hormones ou la restriction calorique, une nouvelle pratique est née, la médecine anti-âge. Au cœur de la Silicon Valley, à l'Institut pour la longévité de Los Gatos, le docteur Philip Miller est un des porte-paroles de ce nouveau courant médical, qui n'est pas avare en promesses. Mon but, avec la plupart des gens, c'est de les ramener de 15 à 20 ans en arrière. Si vous avez 60 ans, pouvez-vous avoir les performances d'un quadragénaire ? Si vous en avez 80, pouvez-vous agir comme un 58 ou 60 ans ? Eh bien, c'est faisable. Réaliste et faisable. Pour Scott, c'est une évidence. Depuis qu'il prend des hormones, il se sent plus jeune et il pense vivre très vieux. Je pense que j'ai de bonnes chances d'atteindre 100 ans. Au-delà, je ne suis pas sûr, mais je ne me vois pas ralentir avant 80 ans. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Eh bien parce que l'injection d'hormones de croissance pourrait carrément avoir l'effet inverse de celui recherché. À court terme, on arrive à augmenter la force musculaire, on arrive à produire certaines formes de croissance, de renforcement de l'organisme. Mais si je peux le comparer, c'est un peu comme brûler une bougie des deux côtés à la fois. Par ailleurs, une étude a révélé des dangers, notamment pour le système nerveux et des risques de diabète. Et c'est la même chose pour la DHEA. Certains travaux avaient montré des effets bénéfiques sur la fatigue et la libido, mais une étude récente a réduit ces espoirs à néant. De plus, sa prise augmenterait le risque de développer des cancers et des maladies cardiovasculaires. Nous retrouvons Tad qui s'apprête à prendre son petit déjeuner. Un petit déjeuner qui ne rime pas vraiment avec gourmandise.
des céréales, mais aussi des épices, des légumes secs, 500 calories au total. L'idée de ralentir le vieillissement en mangeant moins peut sembler farfelue. Pourtant, elle est attestée par de nombreuses recherches. Sur tous les animaux de laboratoire, cette méthode est efficace. Si on diminue fortement leur ration quotidienne, on prolonge leur durée totale de vie d'environ 30%. La restriction calorique agit à différents niveaux. D'abord, parce qu'elle augmente le taux de bon cholestérol, diminue le mauvais. Ensuite, elle permet à l'organisme de produire naturellement durant plus longtemps un haut niveau de DHEA. En outre, la restriction calorique diminue le taux d'insuline, une hormone qui participe au vieillissement. Et ce n'est pas tout. Le fait de manger peu ferait tourner le métabolisme au ralenti. Ce ralentissement permettrait, comme pour n'importe quelle machine, d'augmenter l'espérance de vie. Pour comprendre ce phénomène, nous avons rendez-vous aux facultés universitaires de Namur. Olivier Toussaint et son équipe y étudient de près l'oxydation cellulaire. On parle d'oxydation cellulaire parce que nos cellules utilisent de l'oxygène pour respirer. Cet oxygène est utilisé par les mitochondries, qui sont nos usines énergétiques cellulaires qui génèrent notre énergie à partir de dérivés du sucre. Le problème, c'est que les mitochondries génèrent ce qu'on appelle des radicaux libres qui vont altérer les différentes parties de notre cellule. Alors un petit peu de radicaux libres, ça va. Le problème, c'est qu'au cours du vieillissement, la génération de radicaux libres va augmenter d'autant plus, ce qui va emballer le processus de détérioration de la cellule. C'est donc ça qu'on appelle le vieillissement cellulaire, dû en partie aux radicaux libres. Ces radicaux libres vont détruire les cellules environnantes et faire vieillir l'organisme. Ainsi, le simple fait de vivre nous abîme de l'intérieur. Heureusement, il existe des moyens d'enrayer en partie ce phénomène, avec les antioxydants qu'on trouve dans la nourriture. On a intérêt à prendre une panoplie vaste d'antioxydants comprise dans les aliments, dans les fruits, plutôt que de manger tel ou tel antioxydant chimique. Il faut combiner ces antioxydants. Une seule sorte d'antioxydant ne fera pas l'affaire. Exactement. Donc chaque antioxydant va s'attaquer à un radical libre spécifique, non seulement à partir de fruits et légumes, mais aussi, par exemple, dans la bière, il y a les flavonoïdes, qui sont des antioxydants très très puissants, qui sont très très efficaces. Et dans le vin rouge, il y a pas mal aussi d'antioxydants, oui. Par ailleurs, manger moins fournit forcément moins d'énergie aux mitochondries. Dès lors, avec moins de carburant, leur activité diminue. Elles libèrent ainsi moins de radicaux libres, ce qui ralentit le processus de vieillissement. Ce phénomène pourrait expliquer en partie la plus grande longévité des femmes. Puisqu'elles mangent moins de calories que les hommes, elles produisent moins de radicaux libres, ce qui pourrait allonger leur vie. Voilà pourquoi Tad, qui mange encore moins, espère vivre centenaire. Je crois sincèrement que les conséquences négatives de la restriction calorique, c'est-à-dire le fait d'avoir souvent froid et d'être affamé, valent la peine quand elles vous permettent de devenir un vieil homme actif. Linda, Tad et Scott, ces trois quinquagénaires ont décidé de suivre la vague californienne de médecine anti-âge et de défier la vieillesse. Au détriment peut-être de leur santé, mais bon, c'est la Californie. Retour chez nous. Tu fais quoi? Eh bien, je regarde le site du marathon du Mont Blanc à Chamonix. Pour Raymond, 82 ans, pas question de se lancer dans un traitement hormonal. Faut pas non plus se laisser aller être le cobaye des nouvelles techniques de recherche médicale et des choses comme ça. Donc, il faut assumer. Il faut faire travailler ces anticorps en les obligeant tout seuls à faire quelque chose pour vous sauver de la situation où vous vous trouvez et pas toujours leur donner une assistance qui font que finalement, ils se reposent dans leur coin et ne vous aident plus beaucoup. Pour lui, l'âge, c'est une question d'état d'esprit. Le moral, le mental est excessivement important. Alors, si on n'arrête pas de vous dire « c'est plus de votre âge, mettez-vous là, c'est plus de votre âge, mettez-vous là », vous finissez par vous mettre là. Donc, il ne faut jamais dire « moi, je ne sais pas ». Il ne faut jamais dire « moi, je ne pourrais pas ». Il faut d'abord bien essayer avant de dire cela. Et si on est obligé de le dire, ce qui est bien malheureux, parce que ça peut arriver, et il faut essayer de compenser par autre chose. Enfin, c'est ça, quoi. Il ne faut pas se laisser aller. L'optimisme et les projets, c'est sûr, ça aide à rester jeune.
Cette année, on va plus vite que l'année passée. Hein. Bah, On gagne au moins 1 ou 2 minutes. Aujourd'hui est un grand jour puisque Raymond, sa fille Nadine et sa petite fille Virginie se préparent pour courir les 20 km de Bruxelles. C'est quoi ce t-shirt, monsieur Raskin? C'est le t-shirt que j'ai reçu à l'occasion du 30e anniversaire des 20 km de Bruxelles, dont j'avais fait toutes les éditions, j'avais participé à toutes les éditions. Alors nous avons été nominés, et dans le dos, nous avons tous les compagnons qui ont fait les 30 éditions des 20 km de Bruxelles avec nous. Peu importe l'âge, dans la famille, on a la passion du sport. On veut toujours progresser, il y a quand même une certaine limite. Hein. Et puis alors, inévitablement, tout doucement, on dégraisse un petit peu. On se trouve toujours bien une excuse, hein, par exemple, hein, une tarte au riz de trop ce jour-là, et on était un peu trop lourd, et des choses ainsi. Mais là, il faut l'accepter, quoi, c'est là. Non, il faut l'accepter, c'est tout à fait logique. Hein. Mais ce qui est très positif, c'est que s'il n'y avait pas le chrono, hein, les sensations que vous vivez, elles sont les mêmes. Que vous fassiez un temps époustouflant, que vous fassiez votre petit temps à vous, les sensations sont les mêmes. Et c'est ça qui est important, vous vous sentez très bien. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, hein, Audrey? Ah ben, il pleut presque pas. Tant mieux, parce que oui. Alors, cette année-ci, chaque fois que je les ai... C'est parti. 2h20 plus tard, Raymond franchit la ligne d'arrivée. Vous avez encore du souffle après 20 km. Ah ben oui, c'est pas... La disco, c'est à quelle heure, là? Quelle que soit la manière dont on accepte les années qui défilent, on sait que, quoi qu'il arrive, notre organisme ne peut pas se régénérer perpétuellement. Le remplacement de nos cellules n'est pas infini. Par exemple, après 50 réplications, les cellules de la peau ne sont plus renouvelées. C'est pour ça que les rides apparaissent. La peau, c'est l'organe le plus volumineux du corps humain. Il protège l'individu de l'environnement et cette bataille laisse des traces. C'est ainsi que nous apprenons que nous vieillissons. Difficile d'assumer ce déclin, surtout lorsqu'on est une femme. Que penser de ces crèmes anti-rides qui inondent le marché, pour lesquelles les entreprises en cosmétique n'hésitent pas à communiquer à grand renfort de notions scientifiques et de formules choc. Après des tests à l'aveugle sur des centaines de volontaires, des revues françaises et américaines arrivent à la même conclusion. Les produits anti-rides n'ont que des effets mineurs, car ils ne pénètrent pas en profondeur. Contrairement à ceux qui croient que nous pourrions vivre 150 ans ou même plus, il y aurait une limite à la longévité. C'est la conviction de Christian Swin, gériatre et sexagénaire en pleine forme. Docteur, est-ce que vous pensez qu'on pourra un jour vivre jusqu'à 150 ans, comme le croient certains? Je pense que la longévité maximale, elle est fixée depuis longtemps. Il est possible que par rapport aux 120 ans de maximum qu'on décrit maintenant, ou 122, il y a peu de choses qui vont encore changer. Enfin, c'est mon opinion et c'est aussi celle de ceux qui sont convaincus que le génome humain n'a pas été sélectionné par l'évolution pour une vie éternelle, ni pour vivre très longtemps. Selon la théorie de l'évolution, les espèces qui survivent sont celles dont le nombre d'individus et la longévité sont limités. Si on suit ce raisonnement, il faut que les plus vieux meurent pour laisser la place aux jeunes. En dépit de cette limite génétique, il serait possible pour chaque individu d'augmenter de quelques années son espérance de vie. Les gens qui ne fument pas, qui font de l'exercice, qui mangent bien, vivent probablement 5, 6, 7, peut-être même 8 ans en moyenne de plus que ceux qui font le contraire et 4-5 ans de plus que l'espérance de vie moyenne. D'accord pour l'alimentation saine et éviter le tabac et l'alcool. Mais l'exercice physique, à quoi sert-il? De toute évidence, à être capable de bouger, de garder des muscles et de la souplesse. Mais ce n'est pas tout. L'entraînement physique sans excès permet d'avoir une meilleure oxygénation cérébrale, de contrôler son poids et de limiter ainsi les maladies cardiovasculaires. C'est de cette manière qu'on fait des centenaires en forme.
Mais un vieillissement réussi dépend aussi du comportement de notre organe le plus complexe, le cerveau. Là-dessus, d'abord une mauvaise nouvelle. Le cerveau commence à vieillir très tôt. À 40 ans, nous avons déjà perdu 15% de nos neurones. À 82 ans, Raymond a subi des pertes massives de neurones. Et le poids de son cerveau a sensiblement diminué. Et maintenant, une bonne nouvelle, qui nous vient des recherches les plus récentes. Ces pertes de neurones ne sont finalement pas bien graves. On voit que le poids du cerveau diminue, que son volume diminue, mais ça n'empêche d'avoir un fonctionnement tout à fait normal. Certaines zones sont plus critiques et des pertes neuronales dans certaines zones du cerveau vont avoir une influence sur la mémoire, sur le fonctionnement de l'individu, c'est certain. Ce qui compte en tout cas avant tout, c'est les connexions entre les neurones qui ont le potentiel de se développer en permanence. Nos capacités cérébrales dépendent plus des connexions entre les neurones, les synapses, que du nombre total de neurones. Or, des connexions toutes neuves peuvent se former à n'importe quel moment, lorsque nous stimulons notre cerveau. Sous le souffle léger d'un doux vent de septembre, peut-être est-ce pour mieux amadouer la sambre. Poésie ou jeux de société, en fait, ce sont les nouveaux apprentissages qui entretiennent le mieux le cerveau. Alors, pour nous, à l'inverse, évidemment, on commence 1, 2, 3. 1, 2, 3. La danse, et plus particulièrement le tango, qui combine activité sportive et cérébrale, serait également une excellente arme contre le vieillissement. 5, 6, 7, 8, on y va. 1, 2 et 3. L'improvisation et les nombreuses combinaisons de pas de danse demandent un haut degré de concentration. Sans oublier l'équilibre et la coordination motrice, indispensable dans les nombreux mouvements de rotation du corps. Et oui, selon plusieurs études, le tango serait particulièrement approprié pour stimuler les aînés. Entre vieillir et séduire, il ne faut pas forcément choisir. Du côté de la recherche, on a bien compris le désir de vivre plus longtemps. Martin Holzenberger, du Centre pour la longévité de l'INSERM à Paris, fait partie de ces scientifiques qui travaillent sur la question. Ce sont des souris qui l'aident dans sa recherche au cœur de l'ADN. Avec une simple mutation d'un gène, nous avons réussi d'augmenter de 30% la durée de vie, ce qui n'est pas négligeable pour un mammifère. Transposer ça chez l'homme et ça fera un paquet d'années supplémentaires à la fin de la vie. Est-ce aussi simple que cela? Une petite manipulation génétique? Pas tout à fait. Dans un premier temps, avouons-le, les tests ne sont pas très concluants. Les souris subissent des effets secondaires indésirables. Elles sont naines et stériles. Le chercheur s'engage alors sur une nouvelle voie. Il désactive un gène de la croissance uniquement dans le cerveau des rongeurs. Cette fois, les résultats sont plus encourageants. Les effets secondaires disparaissent et la longévité augmente quand même de 10%. Bien sûr, chez l'homme, pas question de faire des manipulations génétiques. Question d'éthique. En revanche, on cherche des médicaments capables d'imiter ces manipulations. Mais la pilule miracle n'est pas encore au point. En attendant, notre chercheur est convaincu que l'alimentation dans la prime enfance joue un rôle essentiel dans la longévité. C'est pas forcément une bonne idée de terminer toujours son assiette. Il faut peut-être laisser plus de liberté à l'individu de dire non, c'est assez. Ne pas trop pousser dans ce sens-là comme on l'a fait pendant longtemps. Bref, pour faire de vieux os, il faut donc éviter les repas trop riches et ce dès l'enfance. Un conseil facile à suivre. Enfin, peut-être pas si vous êtes gourmand. Nous voici à l'Institut Sainte-Justine de Montréal. Christian Beauséjour est l'un des spécialistes mondiaux de la dégénérescence cellulaire. Il étudie ce qui se passe précisément quand la cellule est en fin de vie. Pour ce faire, il se concentre notamment sur ce qu'on appelle les télomères. Ce sont des segments d'ADN situés aux extrémités des chromosomes. À chaque division cellulaire, les télomères perdent un petit fragment.
bout d'un certain nombre d'opérations, les télomères sont trop courts pour assurer la division suivante de la cellule. Elle cesse donc de se diviser et se détériore avec le temps. En laboratoire, Christian Beauséjour a démontré qu'il est possible de contrecarrer ce processus en inhibant une protéine particulière. Mais est-ce une bonne idée, alors que cette protéine semble jouer un rôle contre le cancer? Le chercheur en convient. C'est vraiment un mécanisme de suppression tumorale extrêmement efficace et l'entraver pour quelque raison que ce soit mettrait vraiment tous les tissus à risque de développer des cancers de façon très prématurée. Malgré tout, le secret de l'immortalité se cache-t-il dans les télomères? En tout cas, l'idée séduit au cinéma. Est-ce que vous vous rappelez à quoi ressemblait le monde avant la quasi-immortalité? La quoi? La télomérisation. Le renouvellement sans fin des cellules. Comment c'était? Je veux dire quand les humains étaient mortels. On faisait tout ce qu'on n'a pas le droit de faire dans ce trou à rats et c'était merveilleux. Trouvera-t-on un jour un moyen de prolonger la vie indéfiniment? Cet homme en est persuadé. Depuis des années, il sillonne le monde pour exposer sa foi en la science. Selon lui, elle est sur le point d'abolir définitivement la vieillesse. Cela va même plus loin que la suppression de la vieillesse. Ce qu'on verra, c'est l'inversion de la vieillesse. On pourra donc rajeunir des personnes qui ont déjà atteint un âge mature et qui seront donc biologiquement plus jeunes qu'avant le traitement. Pour l'instant, la plupart des gens connaissent une seule carrière. Ensuite, ils prennent leur retraite et puis ils meurent. Dans le futur, on pourrait facilement tabler sur une situation où les gens ont une carrière durant 40 ans. Vous seriez par exemple journaliste pendant 40 ans et puis vous prenez votre retraite. Mais pas de manière définitive. Pendant 10 ans par exemple, d'abord parce qu'au bout d'un moment, vous n'avez plus d'argent et ensuite parce que vous vous ennuyez puisque biologiquement parlant, vous avez toujours 20 ou 30 ans. Et vous avez de l'énergie, de la vitalité et vous avez envie de nouveautés dans votre vie. Alors, vous suivez une nouvelle formation et devenez par exemple une star du rock durant les 40 prochaines années. Ça sonne un peu comme de la science-fiction, non? De la science-fiction? Pourquoi dites-vous ça? Qu'est-ce que j'ai dit d'irréaliste? Eh bien, la jeunesse éternelle, peut-être. Et en quoi est-ce irréaliste? Vous savez, il y a 100 ans, les ordinateurs, c'était de la science-fiction. Il y a 30 ans, les GSM, c'était de la science-fiction. Mais nous y sommes. Sommes-nous vraiment à l'aube d'une ère nouvelle? Nombreux sont ceux qui veulent croire que la fontaine de jouvence est sur le point d'être découverte. On en trouve en tout cas une copie à Las Vegas, où se réunit l'Académie américaine de la médecine anti-âge. Près de 12 000 membres. Un enthousiasme palpable, un marché en pleine expansion. Son président et fondateur, le docteur Ronald Klatz, auteur de 14 livres sur le sujet, s'injecte chaque jour des suppléments hormonaux. J'estime personnellement ma propre espérance de vie à au moins 120 ans, et même peut-être 150. Excepté, bien sûr, si une guerre, un traumatisme majeur ou une catastrophe se produisait. On dit parfois que les Américains sont de grands enfants et qu'ils ne font pas les choses à moitié. Eh bien, voici un médecin bien de chez nous qui a vécu aux États-Unis et qui croit lui aussi dur comme fer à la médecine anti-âge. À 52 ans, le Dr Hertog suit lui-même un traitement hormonal relativement lourd. Hormones de croissance, DHEA, mélatonine, testostérone, etc. Donc je prends, disons, une douzaine d'hormones et je prends environ une dizaine de compléments alimentaires. Alors ça paraît beaucoup, c'est vrai, mais c'est ce dont on a besoin. Ce n'est pas des drogues, ce n'est pas des médicaments artificiels, c'est des molécules que nous avons dans notre corps, mais dans une quantité trop basse. De son côté, Claudia, 41 ans, a décidé il y a 10 ans de faire confiance à la médecine anti-âge. Je prends de l'hydrocortisone tous les jours. Je prends de l'armor thyroïde et je fais des cures d'hormones de croissance de 1 à 2 fois par an. C'est bien simple, j'ai plus de médecin traitant parce que chaque fois que je vais chez un médecin traitant et qu'il commence à prendre mes coordonnées, qu'il me demande ce que je prends et que je dis que je suis suivie par le docteur Hertog, la plupart des médecins traitants sont « Ah, mais bon, le docteur Hertog est très controversé. » Mais ça, je veux dire, personne n'a le droit de prendre position. Moi, je suis la meilleure personne pour juger ce qui est bon pour moi. Alors, personne ne m'oblige à le faire, personne ne m'oblige à venir, mais moi, je sais une chose, c'est que je sais comment j'étais avant, je sais comment je suis maintenant. Alors, je ne suis pas plus belle, je ne suis pas plus jeune, je suis juste en meilleure santé. Claudia a fait son choix. Il lui coûte 150 € par mois.
Pour le Dr Swin, au contraire, la médecine anti-âge ne répond pas aux véritables défis de notre société. Elle ne concerne qu'un nombre restreint de personnes qui sont prêtes à dépenser des fortunes pour une hypothétique jeunesse éternelle. Une personne en bonne santé, robuste, qui a une nutrition normale, une vie normale et équilibrée, n'a pas besoin de suppléments hormonaux. Et c'est pas parce que les taux hormonaux dans le sang diminuent avec l'âge que ces hormones sont moins performantes ou qu'il y a des effets délétères. Pour le gériatre, la vieillesse n'est pas une maladie qu'on peut guérir, mais une étape de la vie à accepter. Tout le monde a peur de la mort, tout le monde a peur de vieillir, mais pourtant on peut apprivoiser cette phase de la vie. Donc il y a un travail à faire par rapport à la nutrition, à l'activité physique, à éviter de prendre certains médicaments ou trop de médicaments. Et donc il y a des mesures simples à prendre. Et si les gens vivent plus longtemps maintenant, c'est que beaucoup de ces mesures sont déjà opérantes, existent déjà depuis longtemps, mais il faut continuer à le faire. Enfin, il existe une dimension psychologique essentielle pour vivre vieux. L'optimisme et les projets. On ne peut pas vivre sans faire de projet. On ne peut pas vivre ni sans faire de projet, ni sans faire de rêve. Alors, il faut rêver. Certains papillons ne vivent qu'une journée, tandis que cet épicéa est plusieurs fois millénaire. Être vieux, c'est finalement aussi une vue de l'esprit. Et puisque l'optimisme serait un facteur de longévité, autant prendre chaque nouvel anniversaire avec le sourire.